Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Advocate. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard, je suis le président et fondateur de la société Anomia. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie à l'intérieur des cabinets. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais depuis la semaine dernière, on a un peu changé le format de nos podcasts. C'est-à-dire que plutôt que d'écouter l'avocat, raconter son parcours, raconter son activité et qu'on soit assez taiseux, on a décidé finalement de prendre l'effet inverse et de réussir à faire parler les avocats en posant beaucoup plus de questions et en étant plus présent sur ces podcasts. Si ce format vous plaît, n'hésitez surtout pas à nous le dire, n'hésitez pas à nous dire ce que vous voulez entendre, ce que vous voulez comme question pour qu'on puisse vous donner toujours plus de valeur. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du podcast, j'ai le plaisir de vous présenter ma conversation avec Alexandre Guesquière. Alexandre est avocat associé au sein du cabinet Bignon-Lebray à Lille. Il intervient majoritairement sur des opérations de fusion-acquisition, sur du droit des sociétés et sur du venture capital. Cette conversation avec Alexandre a été très rapide et très punchy, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il était très fort à cet exercice, et la deuxième, c'est qu'il avait un train 30 minutes après notre échange. Écoutez bien ce podcast, il est ultra pertinent, ultra intéressant. Alexandre parle sans langue de bois et explique concrètement son activité. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Alexandre. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à mettre un petit commentaire et surtout à en parler autour de vous, à le diffuser, à échanger et à nous recommander des avocats et surtout des avocates à interviewer. Bonne écoute! Eh bien écoute, bonjour Alexandre Guesquière, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui dans nos locaux parce que tu as fait le déplacement de Lille à Paris. Alors pas pour me voir, j'étais un peu triste, mais pour finaliser pour te voir uniquement. Ça me fait plaisir. Alors toi du coup, tu es avocat depuis 20 ans aujourd'hui, associé depuis 10 ans, tu fais tes études à Lille, tu viens à Paris pour commencer ta carrière, tu retournes à Lille et tu choisis le cabinet Bignon-Lebray. Pourquoi ce cabinet d'avocat ? Ouais, parce que je trouvais que c'était un cabinet à taille humaine. Je sortais d'un gros cabinet anglo-saxon. Tu venais de chez qui ? Lovells, je venais de chez Lovells. Donc maintenant, on gagne Lovells. Et en fait, je voulais en effet un cabinet à taille humaine, mais qui en même temps soit bien dimensionné et bien positionné sur le droit des affaires. Donc c'est vrai que l'offre sur l'île est quand même un peu plus restreinte. Globalement, il n'y a que 3-4 cabinets qui cochent ces critères-là, et Bignon-Lebray en faisait partie. Ok, très clair. Aujourd'hui, vous êtes combien au sein de ce cabinet ? Et lorsque tu es arrivé il y a 20 ans, combien vous étiez ? Clairement, on est en phase de croissance. Quand je suis arrivé chez Bignon-Lebray il y a 10 ans, on était je veux dire, entre 15 et 20 avocats. Aujourd'hui, on a presque doublé. Et on est toujours en phase de croissance, puisque si on avait 10 avocats en plus, on aurait de quoi les nourrir aujourd'hui. Très bien, excellente chose. Aujourd'hui, tu interviens sur quelle typologie de clientèle et quelle typologie d'opération ? Donc moi, ma spécialité, je suis spécialisé en droit des sociétés. Donc j'interviens, je conseille essentiellement des entrepreneurs qui sont à la fois à la phase de création jusqu'à des levées de fonds. Donc ça, c'est plutôt une clientèle de start-up, Ouais. avec des processus de cession après, ou adossement industriel. Et après, c'est toute la partie, ce qu'on appelle le M&A classique, donc des opérations de cession, acquisition, plus toutes les opérations de restructuration de groupe, fusion, apport partiel d'actifs, etc. Comment on peut avoir à la fois une activité entre guillemets qui est au berceau du droit, c'est-à-dire l'entrepreneur qui veut finalement constituer sa société, pacte, CGV, CGU et le kit classique entre guillemets du starter entrepreneur, et à la fois aller sur des restructurations entre guillemets de groupes établis ou même des fusions et acquisitions sur des entreprises plus importantes. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu entre guillemets schizophrène par rapport à ces activités ou est-ce que ça se fait bien ? Ah non, ça se fait très bien. C'est d'ailleurs une bonne complémentarité. Et puis d'ailleurs, ça s'inscrit dans la vie d'une société. C'est-à-dire que moi, j'accompagne en effet parfois des sociétés et des entrepreneurs qui veulent juste créer une société au début, Ouais. et puis qui après font des levées de fonds, qui après rachètent d'autres boîtes avec des processus de croissance externe, qui après du coup doivent les fusionner, etc. Donc non, c'est vraiment une continuité. Il n'y a pas de schizophrénie. Très clair. Dès que tu étais collaborateur, tu as commencé à développer, c'est arrivé plus tard. Comment ça s'est passé concrètement le développement de ta clientèle ? Ouais, alors moi j'ai toujours, moi je suis fils de commerçant, et donc moi j'ai toujours vu mes parents au contact de clients, donc en fait le service du client ça a toujours été leur ADN. J'ai baigné là-dedans, et ouais, en effet dans le métier d'avocat il y a une grosse part d'entrepreneur, et justement c'est pour ça que j'ai rejoint Bignon-Lebray, puisque justement
il y a la possibilité voilà, on insiste beaucoup sur ce côté entrepreneurial, et donc c'est pour ça qu'on est en phase de croissance et de développement. Un avocat, c'est un technicien du droit, mais en fait, s'il est que technicien du droit, les clients, vous avez beau être le meilleur du monde dans votre spécialité, si vous ne savez pas dire ou vendre vos services, vous restez tout seul. Personne ne le saura jamais. Voilà, exactement. Donc le but, c'est de le faire savoir. Faire savoir-faire, voilà, c'est très important. Et ce côté entrepreneur, ouais, voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on pousse chez Bignon-Lebray. Et en effet, donc on est profession libérale, hein, donc c'est-à-dire que chacun a vocation à travailler pour les clients du cabinet, mais également sa clientèle personnelle. Et nous, on incite énormément les jeunes collaborateurs à faire ça, puisque voilà, ça leur permet d'avoir leurs clients perso, donc financièrement c'est intéressant évidemment, mais surtout ça les acclimate au développement de la clientèle, etc. etc. Donc voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour nous. Est-ce que vous mettez justement des moyens en œuvre par rapport à cette ADN entrepreneuriale pour accompagner les collaborateurs et qu'ils se saisissent de tous les sujets de développement ? Oui, alors évidemment, alors après ça dépend, chaque associé travaille un peu comme il veut, mais moi j'associe énormément mes collaborateurs, d'ailleurs les avocats avec qui je travaille, sur le développement de notre clientèle. Ça passe par des opérations, voilà, rendez-vous client, etc., petit déjeuner, etc., mais également dans le fait d'être accompagné par notre équipe en rendez-vous de négociation. Donc moi je suis très participatif, et donc voilà, on fait vraiment participer les collaborateurs à tout ça. Si tu as un collaborateur qui ramène un beau dossier, je sais pas, il a un de ses potes qui fait une levée de fonds, etc., il ne se sent pas de le traiter tout seul parce qu'il est encore un peu junior et qui dit écoute Alexandre, voilà, j'ai besoin d'un coup de main par rapport à ce dossier-là, c'est un dossier perso aujourd'hui à moi, je sens que j'ai pas le niveau, est-ce que tu veux bien me filer un coup de main, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu lui proposes ? Il y a deux façons de faire, soit en effet c'est un client qui le garde en perso, ouais. Et donc l'ensemble des honoraires, la totalité des honoraires reste chez lui. Et moi, en effet, donc, je suis là en appui. Alors bien sûr, je ne peux pas être impliqué à 100%, ouais. Voilà, mais en effet, s'il a des conseils, la porte est toujours ouverte, et donc relire des documents, c'est quelque chose qui se fait. Soit sinon, il a la possibilité de porter le dossier au cabinet, et ça, il y a une rémunération qui est donnée aux collaborateurs pour l'apport de dossier. C'est combien la REM ? On est, si je dis pas de bêtises, autour de 15%, je crois. 15%, ok, ouais, très clair. Il y a une et est-ce qu'il garde le lead un peu ou le co-lead avec toi sur le dos ? C'est comme il veut, c'est-à-dire soit il garde le lead, soit on considère que c'est son client, donc soit il garde le lead, soit évidemment je suis en frontline parce que peut-être que les enjeux vont faire que il va falloir qu'il y ait un associé qui montre qu'il est vraiment très présent dans le dossier. Donc encore une fois, c'est vraiment de la fluidité, c'est au cas par cas, et ça se passe toujours très bien. Et même d'ailleurs, souvent quand on est parfois en conflit d'intérêts, nous, cabinet, on donne et on aiguille un certain nombre de nos clients vers nos collaborateurs pour qu'ils les prennent en perso. Et donc, tu n'es plus conflicté quand par exemple, tu as un client qui vient te voir et tu le files à ton collab en libéral, le conflit n'existe plus ? Alors, on peut, en tout cas, c'est quand on a un positionnement, alors le conflit reste, mais c'est quand on a un positionnement qu'on ne souhaite pas. D'accord. Je vois par exemple en social. Donc c'est beaucoup plus un conflit de business qu'un conflit entre guillemets juridique. Voilà, ou en termes de marketing. Ouais. Je vois par exemple en social, on est plutôt côté employeur. C'est vrai que quand les salariés viennent nous voir en disant voilà, on a un dossier, dans ces cas-là, on laisse les collaborateurs traiter ce dossier. Très clair. Aujourd'hui, en termes de typologie de clientèle, donc tu nous as expliqué qu'il y avait finalement les entrepreneurs, les jeunes pousses, early stage, qui venaient te voir même pour des constits, etc. Tu réalisais également des levées de fonds pour eux. Tu avais des groupes et des sessions que tu pouvais opérer. Donc à peu près, grosso merdo, au vu de ce qu'on vient de se dire, 4 typologies de clientèle. Comment tu fonctionnes en termes de facturation par rapport à la différence et au caractère hétérogène de ton portefeuille ? Alors on a toujours une facturation, la règle c'est que c'est au temps passé. Ok. Voilà, donc on a un taux horaire moyen qui oscille aux alentours de 250 € de l'heure, entre 200 et 250 € de l'heure. Donc ça c'est pour la province. Donc on est sur une base de temps passé. Après, donc souvent évidemment les clients nous demandent des estimations. Les forfaits, c'est possible aussi. Okay. Voilà, donc on se cale vraiment au desiderata du client. Donc c'est possible en effet qu'on marche au forfait. C'est assez exceptionnel, mais dans ces cas-là évidemment on doit mettre des postulats et un certain nombre de conditions au départ, d'assumptions, parce qu'évidemment le client quand il vient nous voir, il pense que c'est toujours simple et que le deal est fait, et puis on s'aperçoit que globalement dans 90% des cas c'est toujours plus compliqué et qu'il y a un peu plus de temps passé. Donc voilà, donc on facture de la même façon, sauf on a des tarifs un peu préférentiels pour les startups, puisque là en effet on joue le jeu, et donc on peut les premiers... tu disais le triptyque, c'est-à-dire les CGV, le droit social et la constitution de société. Là, on peut avoir des tarifs un peu plus attractifs. Voilà, et donc c'est en général une relation qui se construit sur le long terme.
de confiance. Et donc, voilà. Donc c'est peut-être là où on peut jouer en effet sur nos tarifs. Ok, très clair. Est-ce que vous facturez à la valeur ou pas du tout? Au résultat? Alors, soit au résultat, soit vraiment à la valeur créée, entre guillemets, sur un partage de risque que tu pourrais opérer avec l'entrepreneur. Je prends un exemple concret, tu vas voir un entrepreneur, tu vois, tu lui as constitué sa société, il a été super content de ton travail, il revient te voir 6 mois après, il est sur le point de lever des fonds et dit voilà, moi écoute Alexandre, je peux te payer tes ONO, il n'y a pas de problème, tu m'as proposé 8000 balles d'ONO, je donne un exemple, peu importe le montant en termes de forfait, j'aimerais bien qu'on fasse un deal ensemble, je te paye 5000 si l'opération n'est pas réalisée, puisque tu as quand même travaillé, tu as quand même fait les docs, négocié la term sheet, etc. Et par contre, si elle se fait, je te donne plutôt 12 000 parce qu'en fait, on a partagé le risque. Comme ça, on partage ensemble le risque. Est-ce que si on te le demande, tu acceptes? Première question. Est-ce que proactivement, tu le fais si on ne te le demande pas? Alors, si on me le demande, oui, je le fais, Ouais. puisque j'ai déjà fait, donc ça, il n'y a pas de problème. Donc, aucune difficulté. Et puis, par contre, c'est vrai que ce n'est pas la majeure partie des cas, donc on ne le propose pas spontanément. En général, alors, le success fee, en fait, c'est plus les intermédiaires, les cabinets M&A, etc., banques d'affaires qui marchent énormément comme ça. C'est-à-dire que bon, bah voilà, c'est une rémunération à X% de la transaction. Donc si ça ne se fait pas, en général, ils n'ont rien, sauf, voilà, comme tu dis, un minimum. Mais sinon, voilà, ils marchent énormément au succès. Nous, un peu moins, mais on peut le faire, on est encore ouvert et de temps en temps, je le fais, bien sûr, il n'y a pas de... Nous, en fait, le but, c'est que... alors, les sujets d'argent avec les avocats, c'est toujours parfois compliqué. La relation client, voilà. Donc, comment? À qui le dites-vous? Voilà. Et ça, on essaye de vraiment déminer, d'avoir ce sujet, et surtout que ce soit pas... que le sujet d'argent ne vienne pas détériorer la relation. Donc, si le client a une façon de voir et qu'il a l'habitude de traiter comme ça, et qu'il est à l'aise comme ça, on trouve les solutions pour qu'il soit à l'aise et qu'on se plie à sa volonté. Au sein de ton département, vous êtes combien d'associés? Là, on est 3 associés. Comment vous vous positionnez de façon différente? Vous avez un positionnement qui est similaire pour les 3 associés, tu as un positionnement qui est plus axé vers une typologie d'opération, vers une typologie de clientèle, ton associé une autre et encore une autre. Comment vous fonctionnez un peu tous les 3? Alors, 3 associés à Lille, Ouais. je parle. Non, on est... alors, globalement, déjà, il y a une bonne pyramide d'âge, c'est-à-dire que Tanguy Dubly, qui a été associé tout dernièrement, donc était aux alentours de la petite quarantaine, entre 35 et 40. Thomas Buffin est plutôt à la soixantaine, donc en fait, moi j'ai 47 ans aujourd'hui. Donc voilà, on voit que c'est déjà assez réparti, donc évidemment ça décline après des affinités, déjà. Et après c'est notre réseau. Globalement, on s'aperçoit que le marché lillois est suffisamment important pour qu'on ne se marche pas sur les pattes. Et puis après, c'est une question de confiance, ce qui vraiment, nous, est une harmonie dans nos relations entre associés, c'est-à-dire qu'on ne se fait pas la guerre et donc on est plutôt à se dire on va partager et ça va faire grossir le gâteau plutôt que d'essayer de se marcher sur les pieds. Donc ça se répartit de manière assez naturelle en fait. Ok, du coup beaucoup plus par génération finalement et par réseau. Par génération, affinité, ouais. Et réseau, ouais. Ok, très clair. Au sein du cabinet à Lille, donc chez Mignon Lebret, tu m'expliquais que vous étiez une quarantaine. En termes de cross-selling, comment ça fonctionne? Donc la vente croisée entre les différents départements. Est-ce que c'est le département M&A droit des sociétés qui attire la clientèle et qui redispatche derrière? Est-ce que ça fonctionne réellement, ce cross-selling? Puisqu'on sait que dans beaucoup de cabinets d'avocats, c'est pas le cas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors le cross-selling, c'est la clé de voûte de notre cabinet et ça marche. Donc c'est un concept qui existe et ça marche. Alors ça existe déjà et c'est assez fondamental pour nos cabinets puisque évidemment en fait une fois qu'on a bien travaillé avec un client, évidemment c'est de pouvoir lui dire plutôt que de multiplier vous les intervenants et avoir différents cabinets d'avocats, c'est si moi vous m'avez rencontré en droit des sociétés, sachez que par ailleurs j'ai un très bon spécialiste, mon associé en droit social, en droit fiscal, etc. Donc ça l'avantage pour le client c'est d'avoir une problématique, une vision 360. Et donc ça, c'est très intéressant et c'est ce qu'on met en avant. Nous, ça marche parce qu'en fait, on a des objectifs à atteindre, chaque associé, des objectifs annuels. Et en fait, le cross-selling... Qui les fixe? Ça, c'est en assemblée générale, donc c'est le directoire plus les associés en assemblée générale et on les valide. Ok, au niveau de tous les établissements, du coup, c'est pas au niveau du bureau de Lille qu'on définit nos objectifs? Ah non. Nous, c'est très important parce qu'il y a différents cabinets qui sont implantés au niveau national et qui se revendiquent sous la même bannière et étiquette, mais qui ne sont pas totalement intégrés. C'est plus des régimes de franchise en fait. Nous, on est totalement intégrés puisque le cabinet Mignon Lebret, c'est une SCP. Donc un associé de Lille est associé avec l'associé de Aix, du bureau d'Aix, au même titre que le bureau de Lyon et au même titre
le bureau de Paris. Donc voilà, on est exactement dans la même structure, avec la forme la plus intégrée, qui est la SCP, où les associés sont solidaires. Donc on a quand même un sentiment d'appartenance très très fort. Et comment ils sont découpés ces objectifs du coup Comment ils sont découpés ces objectifs de chiffre d'affaires où on dit bah écoute voilà toi Alexandre, vu de ce que tu as fait l'année dernière, on aimerait bien que tu fasses 20 points de plus, cette année il faut faire 400 000, je raconte n'importe quoi, je connais pas tes chiffres, il faut faire 400 000, ou c'est plutôt ok Alexandre, en fait tu as différents objectifs, tu as un objectif de chiffre d'affaires à 400 000, 20% de plus que l'année dernière, tu as un objectif de cross-sell avec tes départements qui est à hauteur de 20% de ton portefeuille pour pouvoir faire manger tes petits copains en droit social, en IP/IT et en droit éco par exemple. Comment ça se passe un peu? Alors donc nous on a, en fait c'est plutôt un objectif à atteindre annuel, on va dire j'en sais rien, 1000 à atteindre en fin d'année. Et donc ce 1000 de chiffre d'affaires, en gros on peut l'atteindre de différentes façons, soit en production, soit en donnant du business aux autres, c'est-à-dire que le business que les autres vont gérer, vont gérer en fait sera comptabilisé dans notre tirelire dans les 1000 à atteindre. Donc en fait c'est aussi la richesse du cabinet, on a essayé de trouver un système qui marche bien, c'est-à-dire que tout le monde, en fait toutes les typologies d'avocats peuvent vraiment avoir un succès dans notre cabinet et s'épanouir dans notre cabinet, puisqu'il y a à la fois le travailleur qui est vraiment dans les dossiers plutôt technicien, qui en fait va atteindre son objectif grâce à sa production et grâce au dossier qu'il va apporter à ses équipes, mais également le développeur qui va pouvoir nourrir les autres associés. Il y a deux types de cabinets. Il y a les cabinets où on valorise finalement la production en disant que la production c'est le plus chronophage, c'est le plus technique, etc., dont on va compter le plus de chiffre d'affaires pour cet associé-là. D'autres cabinets qui sont plutôt en hit what you kill assez prononcés, où on va dire c'est l'origination et l'apport du client qui compte le plus. Au sein du cabinet Bignon-Lebré, est-ce qu'on rémunère plus un associé qui produit ou est-ce qu'on rémunère plus un associé qui développe par rapport à l'exemple que tu as donné? Non, justement, le but c'est d'atteindre l'objectif qui nous est fixé, quelle que soit la manière. Donc, si vous êtes très technicien et plutôt producteur, à ce moment-là, vous pouvez y arriver. Et si par ailleurs vous êtes développeur, vous pouvez y arriver. Il n'y a pas de... En fait, le hit what you kill, c'est vraiment les cabinets américains qui ont plutôt ce système-là. Nous, si on rentre dans les détails et qu'on parle un peu jargon, c'est une mode de rémunération au lockstep. C'est-à-dire que on passe des marches, mais les lockstep objectivés. C'est-à-dire que le lockstep classique... donc un mélange lockstep hit what you kill. Ouais, exactement. C'est-à-dire que vous passez des marches, mais vous passez des marches que si vous atteignez vos objectifs, et vos objectifs tous les ans, ils augmentent. Mais alors ma question du coup, excuse-moi, je l'ai mal posée, c'est imagine, je suis au sein de ton cabinet d'avocat, je connais un mec, tu vois, c'est un mec que je connais, sauf qu'il veut faire une levée de fonds, moi je fais du droit social, je t'apporte ce dossier. Donc finalement, moi je suis développeur et toi du coup tu vas être producteur parce que c'est toi qui vas le réaliser. Sur mon PNL, donc nous on le facture 100 000 ce mec par rapport à ce qui a été fait. Ça va compter pour combien pour moi? Ça va compter pour 30 000, 30%? Pour 100 000 de mon côté? Pour 100 000. C'est pour ça qu'il n'y a pas de prorata. Et pour toi pour 100 000? Et pour moi pour 100 000. Donc ça veut dire que finalement, un client qui a rapporté 100 000 au cabinet va être dans les PNL validé à hauteur de 200 000. Alors c'est un sujet en effet, puisqu'on a un double counting, c'est toujours en effet, alors c'est une question très pertinente. On a en effet, on se dit que en effet par ce système-là, on a un double counting. La réflexion qu'on s'est faite, c'est que de toute façon, globalement, le cross-selling est tellement bénéfique que même si on a du double counting, au bout du compte, le cabinet et le fait que ça rejaillisse, etc., le cross-selling, fait que le cabinet est gagnant. Donc voilà, on a fait ce constat-là en effet, c'est très pertinent en effet. On a un double counting, mais en fait, au bout du compte, le cabinet est gagnant. Très clair, ok, parfait pour la réponse. En termes de développement de clientèle, tu me parlais beaucoup des réseaux tout à l'heure, des réseaux que tu pouvais avoir, que tes associés pouvaient avoir en termes d'âge, en termes d'affinité, etc. Qu'est-ce que vous mettez concrètement en place comme action, que ce soit sur la région lilloise ou même de façon plus globale au niveau national, pour finalement être identifié par les prospects cibles et réussir à mettre en place des stratégies d'acquisition pour aller toucher ces clients? Ouais, alors là, ça dépend vraiment des clients que tu veux chercher. Donc, sur les tiens, du coup? Voilà, sur les miens. Nous, en développement commercial, c'est beaucoup de par exemple, d'associations. Alors moi, je fais partie, par exemple, de l'association Aparté, qui regroupe les spécialistes de la transmission d'entreprise dans le nord de la France. Voilà, après, ça passe aussi par des occupations. Donc, ça peut être des hobbies qu'on a, pas mal de sport, etc. Évidemment, les clubs de sport. Et donc, on fait connaissance. Et là, j'avoue que c'est énormément, le bouche à oreille. C'est-à-dire que aujourd'hui, d'avoir un avocat qui est pragmatique, réactif,
qui sait parler anglais, puisque nous, c'est une spécificité qu'on a sur notre bureau de Lille, qui sait faire des deals au niveau international. En fait, globalement, on a un bouche à oreille qui marche plutôt bien. Donc c'est beaucoup de recommandations aussi. Ok, donc plutôt entre guillemets des méthodes assez traditionnelles, ce qui n'est pas une mauvaise chose, je fonctionne aussi énormément comme ça. Ouais. Donc association professionnelle, hobby, donc passion, golf, tout le classique du jeudi après-midi pour les libéraux, de clichés de ouf, ce qui n'est pas du tout ton cas. Et la recommandation, donc bouche à oreille, qui fonctionne plutôt bien. On a zéro développement digitaux. Ah bah bien sûr, on a un très gros budget sur LinkedIn, etc. C'est quoi le budget ? Le budget, on est autour de 10% du budget du cabinet. D'accord. Au niveau global, du coup, intégré pareil. C'est un peu la target. Alors, on est un petit peu à moins, mais c'est sur quoi on veut tendre. Donc, c'est quand même des investissements assez lourds. On a un département marketing qui est complètement dédié. Ok. Donc, et vous calculez le retour sur investissement des opérations ? Oui, alors c'est toujours un peu compliqué. C'est un peu le serpent qui se prend la queue, c'est-à-dire qu'un client, on ne sait jamais si c'est parce qu'on a investi ou voilà. Donc, alors il y a toujours deux écoles. On fait partie de l'école scientifique, c'est ce qui n'a pas été mesuré n'existe pas. Ouais, ou alors il y a ceux qui disent mais de toute façon, sans faire de la communication digitale, on aurait eu le client parce que. Et puis il y a ceux qui disent bah ouais, mais si on se montre pas et qu'on ne se différencie pas, et ben en fait on sort pas du lot. Donc voilà, je pense que comme partout, la vérité est au milieu, donc on va dire que de nos temps, en tout cas, de ne pas apparaître sur les réseaux sociaux, c'est sûr que c'est un problème. Ouais. Donc on a 2 personnes qui sont dédiées à plein temps pour notre com. Et encore une fois, comme on est très entrepreneur, chaque avocat, on est nous pas mal dédiés dans le développement, les réseaux sociaux, etc. Très clair. On voit que les cabinets d'avocats d'affaires aujourd'hui, comme le vôtre, sont en train de faire le churn, ou l'ont fait depuis un certain temps, donc de passer de SCP à société commerciale. Aujourd'hui, pourquoi chez Bignon-Lebré on conserve une SCP S'il y a une raison, ça se trouve, vous êtes en train de négocier, ça va se transfo, etc. C'est un très bon sujet, mais tu as beaucoup de questions pertinentes. C'est mon métier. Pas d'être journaliste, de travailler avec les cabinets. Non, mais donc c'est un vrai sujet qui nous a occupé dernièrement pas mal de temps. Donc pour être très honnête, on est en train de changer. La transformation est à l'ordre du jour chez nous. C'est en principe une question de bois, mais ça c'est la collectivité des associés qui décidera. Mais oui, c'est le chantier. Oui. C'est le chantier parce que en fait aujourd'hui c'est surtout ça, c'est que ça apparaît comme un modèle, à tort ou à raison, mais un modèle un peu dépassé. Et comme aujourd'hui on est vraiment aussi en phase de croissance, il faut qu'on reste attractif et donc on ne peut pas se priver d'associés qui diraient « Ah bah non, je ne veux pas venir parce que vous êtes en SCP ». Donc on a de temps en temps ces discussions-là, ces retours-là, et donc on se dit bah voilà, le fait de passer en SEL, société d'exercice libéral, justement, c'est un des sujets. Alors c'est une des formes parmi d'autres, mais c'est plutôt celle-là vers laquelle on pencherait. Ouais. Très clair. Aujourd'hui, tu as 47 ans, ça fait 10 ans que tu es au sein de ce cabinet. C'est quoi tes objectifs pour la suite ? L'objectif pour la suite, c'est de continuer à partir du moment où le cabinet, ce qui est le cas, se développe énormément. On a aujourd'hui une bonne visibilité, on sort dans les deals qu'on fait sont de plus en plus importants, on a une très bonne visibilité, on commence à être reconnu, une bonne attractivité, etc. Donc moi c'est évidemment de continuer à développer le bureau de Lille, mais en collectivité, puisque seul on fait rien. Donc voilà, ce que je remarque quand même, ce que les clients sont très sensibles à ça, c'est une stabilité en fait au sein du cabinet. Moi, je suis jamais fan en fait des avocats qui changent tous les 3 ans de crèmerie, notamment pour des histoires d'argent. Donc c'est vrai que d'avoir une stabilité, je trouve qu'en interne, c'est quand même très satisfaisant, très bénéfique, et ça rassure également les clients. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de pitcher et que vous expliquez que globalement vous avez l'habitude de travailler en cross-selling avec votre associé en droit social parce que ça fait 10 ans que vous bossez avec, forcément, c'est quand même des bonnes choses à mettre en avant. Donc la suite, pour répondre clairement à la question, la suite c'est de continuer à développer ce beau cabinet qui tous les ans progresse et est de plus en plus reconnu. De quoi tu es fier professionnellement ? Parle-moi de tes succès, quelque chose que tu as fait dans ta vie professionnelle en tant qu'avocat, qui t'a touché. Ça peut être ta première plaidoirie, ton premier deal, ce qu'un jour ton patron t'a dit en disant voilà, tu es prêt à devenir associé, un client qui t'a pleuré dans les bras en disant vous avez réussi à vendre ma boîte, je vais mettre toute ma famille à l'abri. Quelque chose dont tu es fier. Alors j'ai pas de souvenir en particulier. Par contre, moi ma grande satisfaction c'est quand en effet un client vient nous voir en disant dis donc je suis content parce que vous avez pas réagi comme le stéréotype de l'avocat
et vous m'avez aidé dans cette transaction. Voilà. Et donc moi je me considère comme quelqu'un de très pragmatique. Les clients viennent me voir en général pour avoir des solutions, pas pour qu'on leur crée des problèmes. Et donc leur solutionner les sujets. En fait, c'est toujours un milieu anxiogène, c'est-à-dire que c'est comme quand on va chez un médecin, quoi. Oh là là, il y a un truc grave, quoi. Donc il y a encore il y a beaucoup de clients qui considèrent l'avocat comme un partenaire, mais pas tous. Et souvent, aller voir l'avocat, on a mauvaise presse, hein, ça faut pas le cacher. Et donc, au bout du compte, d'avoir un entrepreneur qui dit, écoutez, merci, franchement, vous m'avez trouvé des solutions. Là, justement, ça a été le cas dernièrement. On a fait une transaction. Le client m'a dit, écoutez, moi, ça fait 10 ans que je cherchais justement un avocat qui comprenne mes besoins, qui me réponde, déjà au téléphone, rapidement, réactivité, pragmatisme. Et en plus, le cabinet, ça m'a totalement satisfait. Donc moi, ça me fait vraiment plaisir. Ouais. C'est ça. Ouais. Même chose, corollaire, les échecs. Un échec qui t'a marqué, un client que t'as perdu alors je ne les dirais pas, mais ouais, j'ai 2 échecs. Alors bon, c'est pas très important, mais ouais, il y a 2 choses que je referais différemment. Voilà, où il peut y avoir dans des négos, des prises de position un peu. Voilà, mais globalement. C'est plutôt avec des clients, plutôt avec des associés, plutôt avec des gens avec qui tu as bossé. Si tu veux pas en parler, t'en parles pas. Mais Non, non, c'est plutôt des négos où à un moment c'est mal compris. C'est surtout par rapport à la partie adverse. Okay. Jamais mal compris avec le client, mais plutôt avec la partie adverse, et donc fait que ça a plutôt été source de crispation. Mais voilà, 2 sur une vie, c'est pas mal. Sur 20, voilà. Et en général, quand on rentre dans un deal, on va aller à 99%, on va au bout. Donc ça, c'est aussi une grande source de satisfaction, c'est que voilà, on est plutôt facilitateur. Évidemment, on défend les intérêts du client, mais on va dans 99% des cas, il n'y a pas d'échec quand on rentre dans le deal. Alexandre, tu as un train à 18h16, tu as un entretien d'embauche, donc je veux pas que ton collaborateur ou futur collaborateur t'attende. Est-ce que tu as un mot de la fin à destination de tes collabs, de tes associés, de tes équipes, du cabinet de façon globale? C'est ta minute à toi, c'est la minute Alexandre sans question. Déjà c'est vrai que le métier d'avocat, c'est un magnifique métier parce qu'on accompagne beaucoup d'entrepreneurs, etc. On a le côté technicien, mais également tout le côté entrepreneur. Donc ça, c'est vraiment un beau métier. Et j'ai envie de dire de nous rejoindre. Alors c'est pas du pro Bignon Lebray, mais on a vraiment une structure à taille humaine. Avec des deals d'importance, avec un côté très international, où on essaye, et c'est vraiment important, on essaye que chacun trouve sa place. La preuve en est, c'est que la plupart des associés sont des personnes, des avocats qui étaient des anciens collaborateurs du cabinet. Donc voilà, quoi, on s'y sent bien et on essaye d'en faire vraiment un très beau cabinet et un bel outil. Donc faut pas hésiter à nous rejoindre, on y est bien, et en fait on essaye de en plus réserver, de respecter les valeurs humaines. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Donc mot de la fin, ça recrute chez Bignon. Donc mot de la fin, ça recrute chez Bignon. Ça recrute chez Bignon et on y est bien, donc ça recrute et il faut venir surtout. Super, Alexandre, je te remercie pour la qualité des échanges et le ping-pong. Franchement, c'est assez rare que les avocats le tiennent en face. Et du coup, j'ai pris un grand plaisir à échanger avec toi. Aussi, et je te laisse filer prendre ton train. Merci beaucoup. Belle journée, ciao. Merci, au revoir. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt.